Bonjour, bienvenue à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, qui cette année fête son premier centenaire. L'Académie a été fondée en 1920 à l'initiative du ministre des Sciences et des Arts, Jules Destrée. Nous sommes d'ailleurs ici dans la salle Jules Destrée. C'est la même qui nous sert chaque mois aux réunions des académiciens et des académiciennes où, durant cette séance, chacune et chacun, à leur tour, viennent offrir à leurs confrères une communication. Cette communication étant accessible, je vous le rappelle, sur le site de l'Académie. Je vous invite maintenant à découvrir le bureau du secrétaire perpétuel, l'un des bâtiments, l'une des pièces qu'occupait le prince d'Orange avant la création de la Belgique. Alors je vous invite à découvrir d'ailleurs les bustes de nos secrétaires perpétuels qui sont passés dans cette maison. En l'occurrence ici, Marcel Thierry, André Gauss, Georges Sillon, Jean Tordeur. Bien sûr, n'oublions pas d'autres secrétaires perpétuels et entre autres Jacques de Decker qui nous a quittés il y a très peu de temps. Et enfin le buste de Jules Destrée lui-même. Il sera question aujourd'hui dans la communication que je vais vous faire de cette petite histoire de l'Académie et à tout le moins des prémices à cette création de l'Académie en 1920 par Jules Destrée. Bienvenue à l'Académie. L'Académie entre mythe et réalité. J'ai sous-titré cette communication « Déambulation dans la petite histoire de l'Académie » car je dois beaucoup à un livre et à l'un de nos confrères, Raymond Trousson, dans son livre « Petite histoire de l'Académie », un ouvrage que je vous recommande. Il raconte toute cette histoire de l'Académie. Si l'Académie française fut fondée le 29 janvier 1635 à l'initiative d'un Richelieu qui se devait de conforter sa politique de prestige, la Belgique francophone a dû attendre jusqu'en 1920 pour que soit enfin installée son Académie royale de langue et de littérature française. Quant à nos confrères néerlandophones, ils tenaient déjà la leur à Gand depuis 1886. Un mouvement littéraire, mais il n'est pas le seul, et loin s'en faut, tient un rôle important dans cette histoire tourmentée qu'est l'avènement de notre Académie, la Jeune Belgique, ou, comme on les nommera aussi, les Jeunes Belgiques. On les dépeint volontiers, cheveux longs, veste de velours, pantalon à carreaux, lavalière épanouie, cape espagnole. Ils font de la publicité avant l'heure. On trouve une cravate, un cigare et même une liqueur Jeune Belgique, dite tonique et apéritive. Mais ils n'auront qu'un seul but, la renaissance de nos lettres. Et bien évidemment, toute idée d'Académie n'était visiblement pas en odeur de sainteté chez ces beaux voyous de 1881. Lorsque paraît en décembre de cette année 1881 la revue de ces poètes, ils ont une vingtaine d'années, s'appellent Max Waller, Albert Giraud, Jules Destrée, Maurice Maeterlinck ou Yvan Gilquin. Inutile de dire
qu'ils entendent faire table rase des littérateurs qui les avaient précédés, à quelques exceptions près. Seuls André Manassel, Charles de Coster et Octave Pirmé semblent bénéficier de la clémence de ces jeunes gens. Si Manassel n'a laissé, me semble-t-il, rien d'important, oserais-je dire quelques vers, quelques poèmes de Mirliton, par contre, Charles de Coster aura donné l'un des textes les plus troublants, dont le titre le plus troublant qui soit, et encore commenté aujourd'hui, évidemment, sont-ils Eulenspiegel, dont le titre original est exactement celui-ci, j'aime toujours à me rappeler, La légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d'Eulenspiegel et l'homme Hutzach au pays de Flandre et d'ailleurs. Quant au troisième que la jeune Belgique semble vouloir sauver des eaux comme Moïse, il n'est ni plus ni moins que l'un de mes voisins. À quelques décennies près, il est vrai. Il s'agit d'Octave Pirmé de Châtelet, l'auteur de Jours de solitude ou Heures de philosophie ne doit certainement pas son sauvetage pour la qualité intrinsèque de son œuvre, mais peut-être parce qu'il fut, comme le Monnier et tant d'autres, victime d'un Charles Potvin, critique gâteux et cacophile, mais le dernier poète membre de l'Académie royale de Belgique. Peut-être aussi parce qu'Octave Pirmé était l'ami de Félicien Rops, et certainement parce que Georges Rodenbach en personne fut l'un des premiers à défendre son œuvre, et notamment dans son premier roman, L'art en exil. Je vous parlerai un jour de celui qu'on a surnommé le solitaire d'Acco, grand-oncle maternel de Marguerite Yourcenar, auquel elle consacrera d'ailleurs une centaine de pages dans ses souvenirs pieux, qui datent de 1974. Mais revenons à nos jeunes Belgiques. On tire sur tout, sur Victor Hugo, Théophile Gautier et Théodore de Banville, sans oublier, et c'est même une priorité, sur les Belges, dont ce Charles Potvin, élu à la Thérésienne. Le pauvre Potvin, que fut notre confrère Raymond Trousson décrit comme, et je le cite, critique, directeur de revue, salonnard et grand rafleur des prix triennaux du gouvernement, sera le sujet rêvé pour leur moquerie. En témoigne cette villanelle pour torcher Charles Potvin. Je vous en cite un fragment. Voici que Charlot a pondu. Il boit la vie universelle dans l'urne de l'individu. Dans son cabinet éperdu, il s'efforce d'aller à sel. Tends-lui donc un feuillet tordu de son œuvre qui se morcelle dans l'urne de l'individu. Cette même année 1883, ils n'en restèrent pas là. Devant les hésitations de ces messieurs de la Thérésienne à décerner le prix quinquennal à Camille Lemonnier, Georges Rodenbach et ses amis déclarent l'auteur d'un mal le maréchal des lettres. Et l'Académie vocifère ces jeunes Belgiques, c'est un hospice pour vieilles bêtes, un hôtel des invalides. On n'est pas au Quai Conti, mais on se rit beaucoup de l'Académie, car il y en existe déjà une en Belgique. C'est l'Académie royale de Belgique, ou thérésienne, appelée d'abord Société littéraire de Bruxelles, et qui était née en 1769 à l'instigation du comte de Coblenz, ministre plénipotentiaire de l'impératrice Marie-Thérèse. Elle avait, semble-t-il, comme mission de remédier à la décadence intellectuelle de nos provinces, mais d'emblée excluait les romanciers et les poètes. Pas de place pour les Lemonnier, Verhaeren ou Maeterlinck. Pas de littérateur dans ce palais du prince d'Orange.
En 1898, soit une quinzaine d'années plus tard, la revue Jeune Belgique est morte, je le signale, depuis un an, en décembre 1897. Un certain Hector Denis, député socialiste, propose à la Chambre des représentants de créer au sein de la Thérésienne une classe spécifique des lettres. Il y est soutenu par un jeune député de la démocratie chrétienne, Henri Carton de Viard, lui-même écrivain et cofondateur, je le rappelle, de la revue Durandal. La Thérésienne et sa classe des lettres et des sciences morales et politiques ne l'entendront pas ainsi. Quant aux écrivains eux-mêmes, faut-il le souligner, l'idée d'une académie dévolue aux seuls littérateurs était loin de faire l'unanimité. Lors des 75 ans de la Belgique, l'État fit appel aux auteurs pour glorifier le pays, ce qui allait mettre le feu aux poudres, comme le signale Raymond Trousson dans sa petite histoire de l'Académie, dont il faut le souligner, et je le rappelle, je me suis très largement inspiré pour cette communication. Oui, le feu aux poudres, tant il est vrai que l'annonce était on ne peut plus claire. Toute idée politique est, cela va de soi, bannie d'un tel ouvrage. Le gouvernement catholique de l'époque fut conspué et on cria à l'imposture cléricale. Ce serait, disait-on, bondieuserie, consécration de l'hystérie religieuse belge. S'ensuivit une grève, la grève des poètes, qui, les uns après les autres, se dérobèrent ou se récusèrent, comme le plus grand d'entre eux à l'époque, Maurice Maeterlinck, en personne. Voilà ce qu'il écrivait dans son refus. J'entends ne prendre aucune part à la célébration d'une fallacieuse indépendance, qui présentement nous afflige d'un gouvernement le plus rétrograde, le plus ennemi des idées de justice, de liberté qui subsistent en Europe, la Russie et la Turquie, dûment exceptées. Même chose pour Charles van Herbert, et je le cite, « Ne voulant pas travailler à une œuvre d'allure cléricale et ne prétendant pas écrire sous le patronage d'un gouvernement aussi évidemment hostile à la littérature. » Ce livre, Notre pays, parut cependant, mais 5 années plus tard, l'éditeur pressenti ayant fait faillite, une publication sans les signatures de nombreux poètes et prosateurs. Ce qui fit donc dire à la revue Le Petit Bleu qu'il y avait bien là la grève des poètes. À Liège, cette même année 1905, un congrès international pour l'extension et la culture de la langue française vient ranimer cette idée d'une académie, mais sans plus. Le Tirs, la revue Le Tirs, du 1er octobre 1905, publie sous la plume d'un certain Anicet Lenoir quelques pages d'une prose ironique se terminant ainsi, et je cite, « Mais en somme, Quentin, le résultat de ce congrès, dites-moi des choses sérieuses, je vous prie. Le résultat? Des vœux, mon ami, beaucoup de vœux. Alors voici, nous ignorons notre langue, mon ami. Les organisateurs avaient employé le mot congrès dans le sens de constatation d'impuissance. Au lendemain de ce congrès, Louis Delacre, médecin, cofondateur du Coq Rouge et écrivain régionaliste, il était de Fontaine-l'Évêque, soumet à l'Association des écrivains belges un questionnaire, très rapidement suivi d'un autre au sujet de l'Académie. Il est avancé cette idée, et je la cite, la création d'une commission littéraire permanente sous forme d'Académie de littérature française à l'égal de l'Académie flamande, ou
de classe nouvelle ajoutée à l'Académie de Belgique, la Thérésienne, jouissant d'un budget spécial ayant pour but la culture et le développement des lettres françaises en Belgique. Les réactions furent nombreuses, beaucoup de oui ou de oui mais, et quelques non, parmi lesquels celui d'Émile Boissac. Non, milliards de fois non, ce qui ne l'empêchera pas d'accepter son élection à l'Académie en 1929. Tout comme le docteur Georges Marlot, pourtant élu en 1932 au siège qu'occupait Max Eyskens. Quant à Jules d'Estrées, ô ironie du sort, il s'en tira avec cette phrase sibylline. Je n'aime pas beaucoup les académies. On sait ce qu'il en adviendra quand 15 ans plus tard. Une certaine conscience était née. L'Association des écrivains belges et son secrétaire général de l'époque, Georges Rancy, adressèrent à Jules de Thro, ministre de l'Intérieur et de l'Instruction publique, une requête, non pour demander la fondation d'une académie indépendante, mais la création d'une nouvelle classe au sein de l'Académie royale de Belgique. Le ministre transmit cette note aux intéressés de la classe des lettres et des sciences morales et politiques qui, une fois de plus, c'était le 9 juin 1906, ferma ses portes aux créateurs, dont eux, les savants, les érudits, n'avaient que faire. Les littérateurs, dirent-ils, n'auraient aucun avantage sérieux à s'enfermer dans les cadres rigides d'une académie. Donc, hors travail sur un dictionnaire, comme c'est le cas pour le Quai Conti, il n'y avait pour ces thérésiens aucune utilité à créer une académie de langue française. Nouvelle polémique dans les journaux et les revues littéraires pour finalement entendre la voix de l'un de ces jeunes Belgiques, ces délurés de 1881, Albert Giraud, qui, sous pseudonyme, fit paraître dans l'Étoile belge ceci. Qu'on adjoigne à l'Académie une nouvelle classe ou qu'on crée une nouvelle Académie, je n'y vois aucun inconvénient, si les écrivains le désirent. Oui, si un hôtel de Rambouillet, en rendant nos écrivains plus sociables, leur enseignait les vertus de la clarté, de l'élégance et du goût, s'il les guérissait de leur jargon emphatique ou trivial, je bénirais l'hôtel et ses habitants. Mais une fois encore, les choses en restèrent là. L'année 1907 aurait pu cependant aboutir à la création d'une académie d'écrivains. On venait d'instaurer un nouveau ministère, celui des beaux-arts et des sciences. Et c'est le baron Édouard Deschamps-David qui en avait la charge. Très tôt, il fit appel aux écrivains. Deschamps nomma le poète Fernand Séverin pour assurer l'enseignement des lettres à l'université de Gand. Camille Lemonnier, conservateur du musée Wirtz, Madame Closset, Jean-Dominique en littérature, professeur à l'école normale des filles de la rue des Marais. On aperçut même Monsieur le ministre à l'enterrement du poète Charles van der Berg. Quant à penser qu'une académie des lettres était sur le point de devenir réalité, il n'y avait qu'un pas, qui ne fut d'ailleurs pas franchi les années suivantes, le ministère ayant changé de ministre. L'après-guerre voit désormais au pouvoir une tripartite catholique, libéraux, socialiste. Et ce, jusqu'en novembre 1921. Sous la houlette de Théodore Rouvez, un fonctionnaire qui aimait visiblement les lettres,
on évoqua de recherche la création d'une académie. Mieux encore, la classe des lettres, la classe des beaux-arts de la Thérésienne, à l'instigation du peintre Fernand Knauf, pensa à remplacer certains de ses membres défunts par des littérateurs. Finalement, l'Académie royale de Belgique, après moult hésitations, proposa d'offrir aux littérateurs quelques sièges dans sa classe des beaux-arts, celle des lettres n'en voulant décidément pas. Et encore, il s'agissait de sièges provisoires. Et comme le dit avec beaucoup d'humour notre regretté confrère Raymond Tourson, ce n'était même pas la petite porte, à peine une chatière. L'Association des écrivains refusa l'aumône de la Thérésienne et le 1er décembre 1919 alla s'en plaindre au ministre des Sciences et des Arts, Jules d'Estrées, lequel plaida une dernière fois, nous sommes en 1920, pour la création d'une nouvelle classe au sein de l'Académie royale de Belgique. « Vous avez bien voulu me dire, écrit d'Estrées, que l'Académie repoussait cette solution. Je vous prie cependant de la consulter à nouveau sur ce point et me faire savoir si son opposition est irréductible. » Décision reportée par la dite Académie en juin et puis au calendrier grec. Alors que les questions linguistiques sont nombreuses, Louis Pierrard propose à la Chambre des représentants la création d'une académie de littérature française. Et la chose est entendue le 5 juin 1920 par 33 voix pour et 13 voix contre. Il y aura donc bien une académie de littérature française pendant francophone de la Koninklijke Vlaamse Académie Voortaal et Letterkunde. Mais certains y vont encore de leurs commentaires acerbes. Vive donc l'Académie française de Belgique, s'écrit le poète Marcel Loumet, plus tard professeur à l'Université de Liège. Mais entendons-nous, il ne faut pas créer une sorte de taverne fumeuse où se réuniront quelques bruxellaires au langage malsonnant et grotesque. Je ne veux pas d'une académie fille ou mère de mademoiselle Bellemance. Pierre Dailly, dans la revue Médicis d'octobre 1920, ironise sur la tenue éventuelle de ces futurs immortels. Les nôtres, dit-il, porteront-ils l'épée, ou bien le long porte-plume réservoir agrémenté de nacre? Les amis du terroir aiment le gilet blanc. Tendu sur un bon ventre, il est l'indice de l'homme en place, surtout s'il est paré de la chaîne en double à laquelle pend une dent de léopard. Cette note d'exotisme plairait aux coloniaux. La vraie élégance, ajoute-t-il, commande le haut de forme, la redingote noire et les souliers jaunes. Pourquoi, oui, pourquoi chaque académicien ne devrait-il pas choisir la couleur de son habit? Les réunions en prendraient un aspect féerique, teinte, cacadois ou couleur de cuisse de nymphe élue, on parle déjà partout du bleu d'Estrées. Fin de citation. Quant au Tirs du 1er octobre 1920, cette revue-là aussi n'est pas en reste. Sous la plume de son maître d'hôtel figurait une chronique académique dans laquelle il était dit que la solution radicale au problème de l'académie et des écrivains était tout simplement de supprimer toutes les académies, l'Académie royale également, pour que les poètes et les écrivains d'imagination ne ressentissent plus
une certaine amertume d'en être exclu. Les contestataires de tous bords avaient trouvé là, comme autrefois les jeunes de Belgique, matière à aiguiser leur férocité. Ainsi, le 15 janvier 1921, le Tir, toujours cette revue, publie ce billet, que je cite. « Il était difficile de choisir. Presque tous les Belges sont des lettrés et ont plus ou moins de génie. L'Académie a alors décidé d'admettre dans son sein un Belge inconnu, choisi parmi les Maccabées les plus beaux de la morgue. Le corps, exposé dans un cercueil en chêne couvert de laurier, a été conduit sur un affût de canon au Palais des Académies vers 2 heures. Il a été reçu par les membres de l'Académie des Lettres. » Jules d'Estrées, de son côté, n'en reste pas là. Il consulte encore une fois son vieil ami Albert Moquel, mais ne tient guère compte de ses remarques. Celle, par exemple, qui souhaitait qu'on se limitât à 6 philologues et 14 écrivains. Et d'Estrées prépara son fameux rapport au roi. L'arrêté royal du 19 août 1920 entérina une fois pour toutes la création de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Ce rapport au roi déclarait en substance: l'Académie royale de langue et de littérature française comprendra donc non seulement des écrivains proprement dit, poètes, romanciers, dramaturges, essayistes, critiques, mais un certain nombre de philologues. Le sens total d'une langue ne se révèle en effet qu'en fonction de son incessante transformation. Aux côtés de ceux qui l'emploient avec autorité et l'enrichissent parfois inconsciemment, doivent se trouver ceux qui en étudient le perpétuel mouvement. L'Académie ne peut pas ne pas se préoccuper de nos dialectes wallons si savoureux et si pleins de vie. De même que les érudits qui se sont adonnés à l'étude des langues germaniques ont rehaussé le prestige de l'Académie flamande, les philologues romans ont leur place à l'Académie de langue française. Et un peu plus loin, dans ce même rapport au roi, et c'est important, d'Estrées écrit: d'autre part, les choix de l'Académie ne devront pas être exclusivement masculins. Dans ces dernières années, les femmes de lettres ont donné trop d'incontestables preuves de talent pour qu'on songe à les écarter d'une compagnie littéraire. Notre Académie n'était plus un mythe, mais une réalité. Elle sera composée de 20 membres belges choisis au titre littéraire et 10 au titre philologique. Les membres étrangers y siégeront au nombre de 10, 6 littéraires, 4 philologues. Et, à l'inverse de sa consoeur française, on n'y posera jamais sa candidature. On y sera toujours coopté. Comment furent attribués les premiers sièges? Les 10 premiers au titre littéraire et les 4 au titre philologique le furent par le roi Albert Ier en personne, parmi les lauréats des prix triennaux et quinquennaux décernés par le passé. Ont ainsi été élus pour les littéraires Henri Carton de Villars, Georges École, Yvan Gilquin, Albert Giraud, Hubert Crins, Maurice Maeterlinck, Albert Moquel, Fernand Severin, Paul Spalk et Gustave Lanzy, qui sera notre premier secrétaire perpétuel. Quant à la section philologique, ces 4 premiers membres ont été Maurice Wilmot, Auguste d'Outrepont, Jules Feller et Jean Holst. Tous, comme par hasard,
représentant de l'école liégeoise de philologie. Le Thierse, en la personne de toujours son maître d'hôtel, mort encore le 1er décembre 1921, et cette fois sur Maurice Wilmot, qu'elle traite de, je cite, philologue distingué, liégeois de Liège, ce qui veut dire gourmet et académicien par-dessus le marché. Et tout cela à propos de l'expression avoir des titres A, qui selon Wilmot ne s'employait qu'à Uccle, et avoir des titres pour, tournure employée dans un ordre du jour par la Nouvelle Académie. Mais revenons à notre académie en formation. Au cours des 2 années suivantes seront appelés, par exemple, Louis Delattre, Max Escan, Valère Gilles ou Jules d'Estrée lui-même. Les jeunes Belgiques en étaient donc presque tous. Parmi les premiers étrangers à rejoindre le palais des académies, j'aime à le rappeler, à les citer, Anna de Noailles, Gabriel D'Annunzio, le romancier suisse Benjamin Vallotton et le grammairien français Fernand Bruno. Plus tard, séjourneront Colette, Julien Green, Jean Cocteau, Marguerite Yourcenar, Askia Gebhard et bien d'autres. En 1996, Jean Tordeur concluait son avant-propos à l'alphabet illustré de l'Académie par ces mots. On devine sans peine combien semblable rendez-vous a de différences, des différences par la génération, par la nationalité, par le domaine d'élection, par les courants de pensée et d'œuvres dominantes qui les ont inspirés et qu'elles ont peut-être produites. Tout cela réserve de découvertes, de surprises, d'entrecroisements. Tant il est vrai que la fréquentation des uns et des autres, le partage de nos domaines respectifs que nous entendons maîtriser au mieux et l'écoute au monde à ses souffrances et ses multiples questionnements, tout cela devrait faire de chacune et chacun d'entre nous, des hommes et des femmes qui, au cœur du XXIe siècle, seront des références et non des miroirs aux alouettes, des passeurs plutôt que de simples curieux. Aujourd'hui, l'Académie devrait-elle s'engager contre cette invasion de l'écriture inclusive qui, si elle possède un bien fondé, n'en reste pas moins, à mon sens, une manière disgracieuse d'écrire ou de communiquer? Devrait-elle en revanche accompagner cette évolution des mœurs comme elle le fit pour la féminisation des mots, alors que même au Quai Conti, on admonistait notre secrétaire perpétuel de l'époque, André Gauss? Ne devrait-elle pas s'insurger contre l'emploi abusif, particulièrement dans tous nos médias et dans la bouche de nos politiciens, de ces mots anglais qui pourtant ont de savoureux équivalents français? Pourquoi diable des newsletters, des private banking, des lives, des best-of ou des best-sellers, quand ce n'est pas tracing ou lockdown en ces périodes de Covid-19? Michel Serres ne s'y était pas trompé en publiant, quelques siècles après Rivarol, son livre « Défense et illustration de la langue française aujourd'hui ». La sauvegarde d'une langue, disait-il, c'est la sauvegarde de l'invention, de l'originalité et de la liberté. Par ailleurs, l'Académie ne devrait-elle pas à l'occasion s'engager sur des sujets qui préoccupent aujourd'hui notre société? Il vous appartiendra peut-être un jour d'y répondre. Et nous nous souviendrons alors peut-être de ce qu'Albert Giraud disait dans son discours lors de l'installation officielle de notre Académie, le 15 février 1921. « J'espère, disait-il,
que l'Académie montrera toujours la même largeur d'esprit et le même éclectisme dont elle a fait preuve à ses débuts, indépendante aussi bien de la politique que des coteries mondaines. Elle ne prétend pas à l'infaillibilité. Elle se trompera parfois et on le lui reprochera. Quant à moi, ajoutait-il, si j'osais aller jusqu'au bout de ma pensée, je dirais, j'espère qu'elle se trompera parfois. Pour ma part, j'ose espérer être constamment à votre service et me tromper le moins souvent possible. Je vous remercie.